Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 15 septembre 2025 et notre ami Larry C. Johnson est de retour à son quartier général en Floride. Oui, oui, eh bien, comme je l'ai dit au juge Napolitano, je dois te remercier d'avoir adapté ton emploi du temps au mien, sauf que tu es mon fils adoptif, alors tu dois t'y faire, d'accord? Oui, bien sûr. Mes jolies chemises, oui. Larry, commençons par je voudrais parler de la situation au Moyen-Orient, en particulier avec Israël. Mais avant d'aborder ce sujet, Larry, voici ce que Kash Patel a dit à propos de la tentative d'assassinat contre Charlie Kirk. A-t-il laissé une note écrite avant la tentative? C'est ce qu'a déclaré le gouverneur hier. Et que disait cette note, si vous pouvez la partager avec nous? Je suis désolé. Donc, ce que je peux dire, comme je l'ai partiellement mentionné plus tôt, c'est que la note écrite, nous pensons qu'elle a bien existé et nous avons des preuves de son contenu. Pour résumer, le suspect a écrit une note disant « J'ai l'opportunité d'éliminer Charlie Kirk et je vais la saisir ». Cette note a été rédigée avant la fusillade. Nous avons maintenant appris que des preuves de son existence existaient avant la fusillade et ont été retrouvées au domicile du suspect et de son partenaire. Bien que la note ait depuis été détruite, nous avons trouvé des preuves médico-légales de son existence et nous avons confirmé ce qu'elle disait grâce à notre approche d'interrogatoire rigoureuse au FBI. Oui, non, écoute, pendant que toi et moi parlons, Max Blumenthal discute avec le juge Napolitano et il a des informations de dernière minute concernant tout l'aspect israélien, l'angle sioniste de cette affaire. Ma propre hypothèse, ce que je pense qu'ils vont découvrir, c'est que des agents du Mossad ont utilisé un intermédiaire pour convaincre ces militants transgenres, les inspirer, les aider, les encourager à tuer Charlie Kirk. Donc, pour essayer de distancer Israël de l'affaire, mais en même temps l'éliminer, parce que Kirk commençait à représenter une menace pour les sionistes. Vous savez, il l'avait financé. Et vous savez, il est indéniable que jusqu'à récemment, Charlie était perçu comme totalement engagé et soutenant tout ce qu'Israël faisait à l'égard des Palestiniens. Mais vous savez, ceux qui continuent à le juger sévèrement, et moi, vous savez, je le juge d'une manière très dure, et à exprimer une telle haine envers lui, j'ai vraiment un problème avec ça. Je ne suis pas un fan de Charlie Kirk. Je ne le suivais pas beaucoup, mais ce que j'ai suivi, c'est ceci. Je ne l'ai jamais vu crier sur quelqu'un, personne de couleur, qui que ce soit. Je n'ai jamais vu utiliser des attaques ad hominem, les insulter. Je l'ai vu dénoncer à juste titre des personnes comme Van Jones parce que, vous savez, quand cette pauvre jeune Ukrainienne a été poignardée à mort en Caroline du Nord, l'homme qui l'a tuée a dit « J'ai eu une fille blanche ». Et Charlie a commenté cela. Il a dit « Vous savez, si la situation avait été inversée, si un homme blanc s'était promené en disant « J'ai eu une fille noire », cela aurait provoqué un tollé médiatique. » Absolument, c'est ce qu'il a dit. Et Van Jones a attaqué Charlie en le traitant de raciste pour avoir dit cela. Vous savez, le problème que je vois, c'est que la colère dirigée contre Kirk était complètement démesurée, non? Il a été, vous savez, on l'a comparé aux nazis. Les gens qui disent ça sont tout simplement stupides. Ils n'ont pas lu l'histoire. Vous savez, ils ne connaissent pas l'histoire de ce qui s'est passé avec les chemises brunes et les communistes qui se battaient dans les rues de Berlin, de Mönchengladbach, de Stuttgart et d'autres endroits en Allemagne en 1929, 1930-32. Donc, mettre Charlie Kirk dans le même sac que ces gens-là, alors que son truc de base, c'était « Hey, dis-moi que j'ai tort ». Et il engageait le dialogue, il y avait des échanges. Maintenant, les gens disent, eh bien c'est un discours de haine. Bon sang.
Franchement, si vous tenez ce genre de position, je pense que vous êtes un idiot. Donc oui, je fais ce que Charlie Kirk ne ferait pas. Lui ne vous insulterait pas. Moi, je vous insulte. Parce que si vous tenez ce genre de position, vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Donc vous savez, je pense qu'ils vont découvrir que c'était pas seulement Tyler Robinson, je crois que c'est son nom, qui s'est énervé à cause des propos de Charlie sur sa foi en Dieu et sur le fait que Dieu a créé l'homme et la femme, pas il, elle, ça l'homme et la femme. Et c'est pour ça qu'il voulait le tuer. Mais au moins, d'après les rapports qui sortent, si c'est vrai, il semble qu'il y ait eu une communication plus large sur ces sites transgenres noirs où l'on parlait de la façon dont cela allait se produire. Beaucoup de gens savaient que cela allait arriver. C'était coordonné, c'était encouragé, c'était planifié. Donc vous savez, cela crée vraiment... Cette division existe aux États-Unis. Personnellement, je ne réalisais pas qu'elle était aussi profonde et aussi troublée. Je pense qu'en regardant l'administration Trump et ses personnes, même J.D. Vance parlait de cela comme d'un combat entre la gauche et la droite, et la gauche radicale. Il se passe quelque chose au-delà de tout ça. Oui, je suis d'accord, Voas. Ils veulent l'emballer différemment pour le vendre à tout le monde, parce qu'on connaît cette division entre la gauche et la droite, et la façon dont ils essayent de s'opposer. Ils essayent de cacher quelque chose derrière tout ça. Et je ne sais pas si tu as vu l'interview que Charlie a faite avec Ben Shapiro 48 heures avant. Oui, j'en ai vu une partie. Oui, il demande à Ben Shapiro pourquoi on a le droit de critiquer tout, absolument tout aux États-Unis, sauf la position sur Israël. Pourquoi ne peut-on pas critiquer Israël? L'expression de Ben Shapiro a changé. De quoi parle-t-il? Oui, oui. Mais c'est vrai. C'est le genre de sujet où si tu essayes d'en parler, on t'accuse d'être antisémite. Tu as vu Brian Mast, le député de Floride qui a perdu ses jambes parce qu'il était un très mauvais artificier dans l'armée. Il était négligent. Il propose une loi pour retirer la citoyenneté américaine à ceux qui critiquent Israël. Et tu veux faire ça? Toi qui as combattu pour Israël, va en Israël. Vas-y. Vois si tu peux encore te faire arracher d'autres parties du corps, si c'est ce que tu veux. Mais ne nous entraîne pas là-dedans. Nous sommes Américains. Et ce concept d'America First que Trump a mis en avant, oui, ça parle aux gens. Vous savez, c'est comme en Russie. La Russie d'abord, pas un autre pays. La Chine d'abord. Le Brésil d'abord. Le Mexique d'abord. Si tout le monde, selon cette approche, pensait d'abord à lui-même et à ce qui est dans son propre intérêt pour améliorer le bien-être de sa population, je vous garantis que le monde irait bien mieux. Au lieu de cela, nous faisons ce qui est dans l'intérêt d'un autre pays, même si cela nuit à notre propre peuple. Regardez ce qui s'est passé avec l'Allemagne. Pour nuire à la Russie, ils ont permis aux États-Unis de faire exploser le gazoduc Nord Stream, détruisant ainsi l'industrie allemande. Et le peuple allemand souffre. Au lieu que le chancelier allemand dise « Non, vous n'allez pas détruire le gazoduc ». Et si nous choisissons d'avoir une relation économique avec la Russie qui ne vous plaît pas, tant pis pour vous. Laissez-nous tranquilles alors, et fermez toutes vos fichues bases militaires dans notre pays. C'est ce que l'Allemagne aurait pu dire, mais elle ne l'a pas fait. Donc, vous savez, beaucoup des problèmes que nous voyons actuellement, qui menacent de se transformer en guerre ouverte, ou qui le sont déjà, viennent du fait que des pays placent leur propre peuple et leurs propres intérêts en second ou en troisième, et qu'ils poursuivent les intérêts d'une puissance étrangère au détriment de leur population. Je pense que ce que tu viens de dire relève de la psychologie, Larry.
Cela touche aux fondamentaux. Si tu t'aimes toi-même, alors tu es capable d'aimer les autres aussi. Et d'une certaine manière, le nationalisme revient à ce concept. Si tu aimes ton pays, tu es capable de comprendre que d'autres personnes aiment aussi le leur. C'est pour cela que tu peux trouver un terrain d'entente pour collaborer avec d'autres, au lieu de les considérer comme des étrangers, au lieu de dire qu'ils sont différents de nous. Oui, ils sont différents, parce qu'ils sont brésiliens, et toi, tu es américain. Mais après tout, vous êtes des êtres humains. Vous pouvez vous rassembler, vous pouvez travailler ensemble, vous pouvez trouver un terrain d'entente sur lequel collaborer. Mais avant de t'aimer toi-même et d'aimer ton pays, je pense que tu n'es pas capable de donner de l'amour ou d'aimer une autre nation, un autre peuple. Eh bien, c'est la même chose. As-tu déjà connu quelqu'un qui se détestait vraiment et à cause de cette haine de soi, s'engageait dans toutes sortes de comportements autodestructeurs, que ce soit l'alcoolisme, le tabagisme excessif, la toxicomanie, la faillite, le fait de ne pas économiser d'argent, de ne pas prendre soin de soi, de ne pas se brosser les dents, d'avoir les dents pourries. Ce ne sont pas des gens heureux, ce ne sont pas des gens qui réussissent dans la vie. Mais j'irais même jusqu'à dire, et je pense que tu es d'accord, que les mêmes principes s'appliquent en quelque sorte au pays. Donc quand tu te mets vraiment en premier, ça peut sembler égoïste, non? Mais ensuite, quand tu fais face à un autre pays qui se met lui aussi en premier, c'est là que l'art de la diplomatie entre en jeu. On découvre sur quoi peut-on s'entendre. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que chacun y gagne? Parce que le monde n'est pas construit comme un jeu à somme nulle où je gagne et tu dois perdre. Exactement. Et c'est ce à quoi nous sommes confrontés en ce moment avec cette tentative de prendre en compte les intérêts de certains autres pays. Malheureusement, Israël a exercé beaucoup trop d'influence aux États-Unis, et cela doit être limité. Les personnes de mon âge, de plus de 60 ans, ont grandi dans un environnement aux États-Unis où la mythologie d'Israël était présentée comme un petit David affrontant ce méchant Goliath, et où il fallait le soutenir à tout prix, à n'importe quel coût, pour les sauver des méchants Arabes, sans jamais essayer de raconter la véritable histoire qui s'était produite. La Nakba, le meurtre de centaines de milliers d'Arabes, et l'incarcération et l'emprisonnement de dizaines de milliers d'Arabes, de musulmans et de chrétiens. Vous savez, essayer de présenter cela simplement comme un conflit entre musulmans, chrétiens ou juifs, non, ce n'est pas le cas. Les Palestiniens ne forment pas un groupe unique, un bloc monolithique sous l'islam. Les Israéliens ont, au cours des 50 dernières années, réussi à chasser les chrétiens. Les Palestiniens chrétiens ont eu une option, mais les Palestiniens musulmans, non. C'est pourquoi il y a maintenant plus de musulmans dans la région. Mais cette promotion constante du meurtre du peuple palestinien commence enfin à poser un vrai problème à Israël. Larry, comment as-tu trouvé le sommet islamo-arabe à Doha? Beaucoup de pays ont participé au sommet et ils essaient d'envoyer un message à Israël, à Netanyahou. Et je suppose qu'ils veulent aussi dire quelque chose aux États-Unis. Eh bien, si la rhétorique, si ce qu'ils ont dit lors de cette conférence se transformait en action, ce serait un miracle. En fait, vous savez, j'ai dit en plaisantant au juge que c'était en réalité un plan secret de Donald Trump, une autre partie de son plan secret pour remporter le prix Nobel de la paix, parce qu'il pourrait dire « Regardez, j'ai réuni la Syrie et l'Iran, ainsi que les Saoudiens, tous les autres pays arabes et les Jordaniens. Donc vous voyez, ils se sont rassemblés grâce à moi. » Oui, c'est vrai, mais je pense pas que vous saisissiez vraiment ce qu'il disait. Le fait qu'Al-Jolani, désormais Al-Shara,
un islamiste sunnite radical qui a passé au moins 15 ans à attaquer et tuer des chiites et des Iraniens, ait participé à la même réunion, discuté et reconnu que ce qui avait été fait au Qatar était injuste et significatif. Maintenant, Al-Shara jouait un jeu assez dangereux, car il avait été mis au pouvoir par les États-Unis et par la Grande-Bretagne. Mais vous savez, je pense qu'il était aussi assez intelligent pour comprendre qu'on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Ils ne vous soutiendront pas, ils vous abandonneront sans hésiter. En plus de cela, il y avait Abdallah de Jordanie, le roi Abdallah. Il a tenu des propos très fermes, tout comme Al-Thani, le premier ministre et figure de proue du Qatar. La même chose de la part des Émiratis, la même chose même de l'Azerbaïdjan, de tous les endroits possibles. Donc cela a rassemblé le monde arabe, musulman, chiite et sunnite. Je ne pense pas que nous ayons déjà vu quelque chose de semblable en fait. Je pense que cela a été... J'aimerais demander à Alistair Crook, il est bien meilleur que moi pour se souvenir de ce genre de date, mais un tel rassemblement et la déclaration ferme. Ils n'ont pas eu de mal à rédiger la déclaration. Elle était ferme, dirigée contre Israël. Et là, vous avez Bibi Netanyahou qui dit « Oh, ce ne sont qu'une bande d'antisémites. » Non, tu es un salaud meurtrier, et voilà ce que tu es. Et il te dénonce. Non, Larry. Je pense que c'était vraiment unique de voir tous ces pays réunis à Doha. Parce que Doha est d'une certaine manière un endroit délicat. On voit le conflit avec l'Arabie saoudite. On constate que d'une façon ou d'une autre, au Moyen-Orient, les gens disaient que ces pays soutenaient le Hamas et essayaient de faire quelque chose. Mais au final, ils tentaient de jouer les médiateurs. Ils essayaient de conclure un accord entre Israël et le Hamas. Eh bien, ils se sont fait avoir. Écoutez, ils se sont fait avoir. Ils faisaient ça de leur propre initiative. Les États-Unis et même Israël leur ont demandé de le faire. Et puis ils ont été trahis parce qu'ils ont soudainement découvert que ces Américains ne tiennent pas leurs promesses et qu'ils vous laisseront tomber. Et c'est comme si j'avais envie de m'asseoir et de dire « Vous découvrez ça seulement maintenant ». Je veux dire, allez demander à Saddam Hussein. Ah, attendez, prenez une pelle, vous ne pouvez pas. Il faut le déterrer, il est mort. Parce qu'à une époque, Saddam était dans la poche de la CIA. Il pensait avoir une bonne relation avec les États-Unis. Je veux dire, bon sang, il serrait la main de Don Rumsfeld. Et l'administration Reagan lui fournissait des armes chimiques pour tuer des Iraniens. Et que dire de Muammar Kadhafi? On a dit à Kadhafi, « Hey Muammar, on a un marché pour toi. Tu abandonnes toutes tes armes chimiques et biologiques et tout ce que tu fais dans le domaine nucléaire. Donne-nous tout ça, laisse-nous les détruire, et tu seras notre ami. On t'invitera à dîner, on t'invitera pour les fêtes, tu seras notre copain. » Kadhafi a stupidement accepté l'accord, et quelques années plus tard, il était mort. Il a été tué, brutalement, avec une épée. Même chose pour Manuel Noriega. Je veux dire, il n'est pas arabe, il n'est pas musulman, mais vous savez, c'est le même genre de trahison. Et vous savez, bon, même dans une moindre mesure, regardez ce qui est arrivé à Bachar el-Assad. Parce qu'Al-Assad, dans les premiers jours après le 11 septembre, a en réalité essayé de coopérer avec les États-Unis pour aider à maîtriser les radicaux, car ils représentaient aussi une menace pour lui. Aujourd'hui, les Saoudiens, les Émiratis et les Jordaniens commencent à se demander « Bon sang, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux États-Unis » Je dirais non. Non. Et 1000 fois non. Ne faites pas confiance aux États-Unis. Agissez dans votre propre intérêt. Cela revient à ce dont nous avons parlé. La Jordanie d'abord, le Qatar d'abord, l'Arabie saoudite d'abord, les Émirats d'abord. Mais ils ont toujours joué à ce jeu de « Oh oui, nous ferons ce que les États-Unis veulent », parce qu'on leur promet de jolis bibelots, de l'argent, de belles armes.
Et vous savez comment on appelle les gens qui se livrent à ce genre de comportement pour de l'argent? On les appelle des prostituées. Je pense qu'ils se rendent compte, après tout, qu'il est tellement difficile de faire la paix avec Israël. Et là, nous avons vu Marco Rubio se rendre en Israël et discuter avec Netanyahou. Voici ce qu'a dit Netanyahou. Hamas, le raid n'a pas échoué parce qu'il portait un message central, et nous l'avons pris en compte avant de le lancer. Et ce message c'est, vous pouvez vous cacher, vous pouvez fuir, mais nous vous retrouverons. Et c'est important. Je veux dire, les terroristes pensent qu'ils bénéficient de l'impunité. Ils recommenceront encore et encore. Mais si vous leur refusez cette impunité, ils y réfléchiront à 2 fois. Ce qu'il dit, c'est qu'ils vont recommencer encore et encore, bien sûr. Et avant de venir, comme je te l'ai dit, ils sont en train de bombarder Damas en ce moment même. Oui, les Israéliens. Non, je veux dire, les Israéliens sont des meurtriers en série. Ils le sont, vous savez. Si vous m'aviez demandé il y a 3 ans si je pourrais un jour imaginer dire que je ne pense plus qu'Israël devrait exister en tant que pays, j'aurais répondu, mais tu es raciste, tu es antisémite, je ne crois plus qu'Israël mérite même d'être considéré comme membre des Nations Unies. Il devrait en être expulsé. C'est un État terroriste. Il est coupable de meurtre. Vous savez, ils veulent toujours rejeter la faute. Oh, regardez tous les Israéliens morts à cause de ce qu'a fait le Hamas. Et nous en avons déjà parlé. Selon le ministère israélien des Affaires étrangères, en mettant de côté, vous savez, les 1200 personnes tuées, 1219 tuées le 7 octobre, un grand nombre d'entre elles étaient des militaires, donc ce n'est pas du terrorisme. Avant cela, d'août 2000 à avril 2024, le nombre total d'Israéliens tués par des Palestiniens, pas seulement le Hamas, mais aussi le Front populaire de libération de la Palestine, le Djihad islamique palestinien et environ 16 autres groupes étaient de 1527, je crois. Cela sur plus de 25 ans. Israël, rien que ces 2 dernières années, a tué au minimum 65 000 personnes, et le chiffre pourrait bien dépasser 200 000, voire 250 000. Des civils, pas des combattants. Ça, c'est du terrorisme. Israël est un État terroriste. Larry, Axios a rapporté que des responsables israéliens ont déclaré à Axios que le Premier ministre Netanyahou avait parlé au président Trump bien avant la frappe sur le Qatar, et qu'il y avait largement le temps pour Trump de s'opposer ou de désapprouver ce qu'Israël a fait. Il a décidé de ne pas intervenir. Oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Quelle était la promesse selon vous? Quel a été le résultat? Quel aurait pu être le résultat dans l'esprit de l'administration Trump ou de Donald Trump lui-même pour qu'il laisse cela se produire? Quand on leur a dit « Hey, on va faire ça comme on l'a déjà fait, comme on a tué Nasrallah, ça va tout changer. On tue tous ces négociateurs, ils vont devoir se plier. Ils devront le faire maintenant, ils devront accepter ton accord. Comme ça, tu auras la paix que tu voulais. » C'est ce qu'ils lui ont promis. Ils lui ont promis qu'il obtiendrait l'accord et qu'il en recevrait le mérite. Oups, ça ne s'est pas très bien passé. Donc quand ça a échoué, Trump s'est immédiatement distancié et remarqué que lors de la réunion suivante du Conseil de sécurité de l'ONU pour condamner les actions d'Israël au Qatar, les États-Unis ont soutenu la résolution. Donc vous voyez, Trump a dit « Hey, tu as fait une promesse, tu ne l'as pas tenue, va te faire voir, je vais faire exactement l'inverse. » Maintenant, je serais curieux de savoir quel message Marco Rubio portait. Était-ce, vous savez, « Hey, Bibi, je suis là, je veux tirer les pompes. »
Ou bien, hé, on ne va pas continuer comme ça, Bibi. Il faut que tu changes, il faut que tu trouves un accord. Qui sait? On verra. Il semble qu'il l'ait fait à cause du sommet de Doha. C'est pour cela, ils voulaient montrer leur soutien à Israël. Oui, c'est possible. Mais ce que ça met en évidence, c'est que ce sont les États-Unis et Israël contre la majeure partie du reste du monde. Car il est certain que les pays des BRICS, il y avait plusieurs membres des BRICS à cette réunion, au moins Pozeshkin pour l'Iran, mais les pays des BRICS vont s'aligner sur ce que ce groupe a déclaré. C'est une organisation très puissante. Vous savez, c'était significatif. Et vous savez, envoyer Marco Rubio rencontrer Benjamin Netanyahou en guise de contrepoids, c'est tout simplement une plaisanterie. Larry, en ce qui concerne l'Ukraine, tout le monde sait qu'ils reçoivent tout de l'Occident. Mais il semble que Netanyahou tienne un discours quelque peu délirant. Ils pensent qu'ils produisent tout eux-mêmes, qu'ils sont capables de poursuivre le conflit, même sans les États-Unis. Voici ce qu'a dit Netanyahou, et quel est ton avis là-dessus? Voici ses propos. Encore une réunion, et ils ont dit « Oh, Israël est isolé. Israël ne peut pas briser le siège. » Et j'ai répondu « Nous y arriverons. Certains ont arrêté les livraisons de composants d'armes. Pouvons-nous nous en sortir? Oui, nous le pouvons. Nous sommes plutôt doués pour produire des armes. Quant au renseignement, nous le partageons avec les États-Unis. Une bonne partie de vos informations. A good chunk of your intel. And our weapon systems. Et nos systèmes d'armement, nous les partageons avec les États-Unis. Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien bipartisan et de l'aide militaire. Quel type d'armes partage-t-il avec les États-Unis? Je ne comprends pas. Aucune idée. Vraiment, j'ai aucune idée de ce dont ils parlent. Ils utilisent des avions de chasse américains, pas israéliens. Ils dépendent en gros leur dôme de fer. C'est une batterie de missiles patriotes, essentiellement complétée par le THAAD, qu'ils ont supplié d'obtenir parce que leur propre système de missiles était nul. Ils n'y arrivaient pas. Personne dans l'armée américaine ne porte de fusil ou de pistolet israélien. Donc je ne sais pas de quoi ils parlent. Franchement, ils n'utilisent pas de chars Merkava israéliens, ils n'utilisent pas d'artillerie israélienne. Il est délirant. J'imagine qu'il a fréquenté l'école d'analyse militaire Keith Kellogg, où on peut simplement inventer des trucs, les dire, et puis, juste parce qu'on les dit, croire que c'est vrai. Il ne s'agit pas seulement des armes. Voici ce qu'il a dit à propos des téléphones portables. Aviez-vous des téléphones portables? Vous avez des téléphones portables ici. Vous tenez un morceau d'Israël dans vos mains, vous le savez. Je veux dire, beaucoup de téléphones portables, de médicaments, de nourriture. Oui, ils produisent tout. Tout ce que nous utilisons vient d'Israël. Oui, ce qu'il a garanti maintenant, pour l'avenir, c'est que de plus en plus de gens dans le monde vont utiliser des téléphones Huawei et ils n'achèteront pas Apple, ils n'achèteront pas Samsung. Vous savez, achetez chinois, éloignez-vous de l'influence israélienne. Donc qu'ils fassent semblant que nous sommes isolés et alors, très bien, on verra. L'isolement d'Israël, un de ces jours, va le tuer. Ça ne va pas s'améliorer pour Israël, Larry, parce que, comme tu l'as mentionné, ces pays s'unissent. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose d'important. Nous ne pouvons pas minimiser ce qui se passe au Moyen-Orient, Larry. Tu as parlé de l'Iran et de la Syrie qui se rapprochent à Doha. C'est énorme. Si on ajoute l'Arabie saoudite,
Regarde l'Arabie saoudite et l'Iran, ce rapprochement entre les deux pays s'améliore chaque jour et à chaque instant dans ce conflit à Gaza. in this conflict in Gaza. Oui. Et puis encore une fois, la chose la plus surprenante a été de voir Assad et Poutine ensemble au sommet en train de discuter. Vous savez, souvenez-vous que Poutine disait « Nous allons chasser les Iraniens ». Et maintenant, il y a tout cela, ils vont désormais être unis contre Israël. C'est Israël qui les rassemble tous. Peut-être que Netanyahou mérite le prix Nobel de la paix à la place de Trump, puisqu'il a réussi à réunir tous les pays arabes, musulmans, chiites et sunnites pour adopter une toile commune vis-à-vis d'Israël. Il y a des rumeurs au Moyen-Orient, Larry. On parle d'une sorte d'OTAN au Moyen-Orient, une force défensive contre Israël. Je pense que si les choses vont dans cette direction, ils vont finir par avoir une force énorme pour se défendre. Parce que tous ces pays, on peut supposer que la Turquie en ferait partie si cela se concrétise. Je ne sais pas si nous devons être aussi optimistes à ce sujet. Mais si Israël continue à agir ainsi, il n'y a pas d'autre solution que de créer une sorte de force défensive. Eh bien, cela correspondrait, je suppose, aux prétentions de grandeur d'Erdogan, où il pourrait être l'homme fort. Parce que l'armée turque est la plus grande de la région et probablement la mieux entraînée. On pourrait donc l'utiliser comme noyau pour développer cette alliance militaire régionale avec la Turquie, l'Irak et l'Iran. Vous savez, l'Iran serait un concurrent de l'armée turque et l'Iran dispose d'une force de missiles bien supérieure à celle de la Turquie. Mais, oui, c'est quelque chose qui pourrait arriver, mais cela ne se produira pas rapidement. Donc cela ne fera aucune différence immédiate, mais c'est quelque chose qui pourrait entrer en jeu dans quelques années. Mais je pense qu'Israël sera au cœur d'une crise économique et politique bien plus grave que celle qu'il connaît déjà, et ce bien avant cela. Larry, vous avez écrit un article sur votre site web, sonar21.com, intitulé « Le tournant économique et politique favorise la Chine et la Russie », tout en annonçant un désastre pour l'Occident et l'Ukraine. Quel est le point principal que vous essayez de faire valoir dans cet article? Et quelle est votre principale préoccupation? Eh bien, je pense que les efforts de l'Occident pour isoler et affaiblir la Chine et la Russie, en utilisant le pouvoir économique, le pouvoir politique et dans une moindre mesure le pouvoir militaire, se sont tous retournés contre eux. Ils ont échoué. Et vous savez, écoutez, la Chine en est l'exemple le plus flagrant en ce moment. Je me suis appuyé sur un article paru dans Bloomberg il y a quelques semaines, et Bloomberg expliquait comment le commerce de la Chine se détourne des États-Unis. Les États-Unis étaient autrefois le principal marché. Il faut tout exporter vers les États-Unis. C'est là que nous allons gagner de l'argent. Eh bien, maintenant, ils se tournent de plus en plus vers l'Afrique et d'autres parties de l'Asie, mais surtout vers l'Afrique. Vous savez, l'Afrique est un continent immense, 1,5 milliard de personnes dispersées sur ce territoire. Et en plus, les Chinois accordent désormais des prêts en monnaie chinoise à des entreprises, des sociétés et des particuliers, en partie pour financer de nombreux achats en provenance de Chine. Ainsi, la Chine est véritablement en train de mettre en place une alternative au système financier contrôlé par les États-Unis, le système de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale, qui existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quelque chose de nouveau est en train de s'organiser, et avec cela, on observe une augmentation spectaculaire des volumes d'échanges entre la Chine et ses différents pays africains. En particulier, l'Afrique du Sud en est un exemple frappant. C'est ainsi que les États-Unis ont longtemps compté sur leur capacité à faire pression sur d'autres pays, car nous étions le colosse économique.
nous contrôlions le dollar. Et si vous ne faisiez pas ce que nous disions, nous vous coupions l'accès au dollar et vous étiez condamné. Eh bien, aujourd'hui, il existe des alternatives au dollar. Les BRICS et la Chine, ensemble, forgent une nouvelle relation qui échappe au contrôle des États-Unis. Et vous savez, certains disent, eh bien, cela ne s'est pas produit l'an dernier. Mais pour rappel, la mise en place du système de Bretton Woods a pris environ 3 à 4 ans après la Seconde Guerre mondiale. Donc le fait que cet effort soit sérieusement engagé depuis 2 ans déjà, dans une véritable volonté de le construire, je pense qu'il réalise des progrès extraordinaires. Quel est le rôle du gouvernement britannique, Larry, en Ukraine? Parce que nous avons appris dans les actualités que la Grande-Bretagne a officiellement pris le commandement des troupes ukrainiennes. Et quel est l'objectif principal ou le pouvoir à ce stade du conflit entre la Russie et l'Ukraine? Laissez les Britanniques mettre le feu à la maison et la réduire en cendres. Franchement, cela aurait dû être permis si ce rapport est vrai. Je n'ai aucune raison d'en douter, mais cela pourrait être une pure invention. Mais si, en fait, les États-Unis ont refilé ça aux Britanniques, allez, à vous de jouer. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans l'équipe de Trump qui croit vraiment que les Britanniques pourraient faire quelque chose sur ce plan. Mais je pense que les personnes plus avisées et intelligentes autour de Trump comprennent que c'est un moyen de mettre fin à cette guerre en forçant les Britanniques à porter le fardeau, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ils n'en sont pas capables. Donc on verra bien. En mettant cela en relation avec ce qui se passe en Pologne, on parle de 2 drones qui se seraient dirigés vers un bâtiment gouvernemental pour tenter de l'attaquer. Dans ces histoires, 2 Biélorusses ont été capturés. Je pense qu'ils essayent de créer une sorte de chaos en lien avec ce qui se passe en Ukraine. Tout tourne autour de la question, quelle est l'histoire en Pologne? Les Russes sont d'une certaine manière beaucoup plus prudents en ce qui concerne la Pologne. Ils n'en parlent pas beaucoup. Et nous n'entendons pas grand-chose dans les médias. Nous ne tirons pas de leçons de ce qui s'est passé jusqu'à présent, et ils essayent d'une certaine façon de faire monter la tension. Que se passe-t-il en Pologne dans ce contexte? Premièrement, c'est un faux drapeau. Les drones qui ont probablement été envoyés en Pologne étaient des drones russes qui avaient été abattus et récupérés par les Ukrainiens, réparés, car sur certains d'entre eux, on peut même voir le ruban adhésif qui les maintient ensemble. Et ils les ont fait voler en Pologne sous le prétexte que, oh, c'est une attaque russe, alors qu'il s'agissait en réalité de drones de reconnaissance. Et même si le drone moyen coûtait environ $10 000 ou moins, et que les États-Unis utilisaient des missiles Sidewinder, qui, je crois, valent plusieurs centaines de milliers de dollars, voire plus, pour les abattre, et avec tous les missiles Patriot occidentaux qui coûtent $7 millions, avec toute la défense aérienne occidentale mobilisée pour faire face à cela, ils ont tout de même échoué. Ils n'ont abattu que 3 drones sur 19, selon les rapports. Donc ce n'était qu'une manœuvre pour essayer de créer un prétexte afin d'impliquer davantage l'Europe dans la guerre. Sauf que la France, et même l'Allemagne et le Royaume-Uni ont dit « Eh bien, nous ne pensons pas. Ils ne savent pas quoi faire. Ils paniquent parce qu'ils voient la direction que prend la guerre. L'Ukraine est en train de perdre. » Donald Trump souhaite-t-il mettre fin au conflit en Ukraine? Probablement, je pense. Mais il ne veut pas être celui qui y mettra fin parce qu'il a peur d'être accusé au lieu de recevoir le mérite d'y avoir mis fin.
Donc Vladimir Poutine y mettra fin militairement. Et ensuite Trump dira, eh bien, que pouvons-nous faire d'autre? Nous n'allons pas déclencher une guerre nucléaire avec la Russie. Ce qui est vrai. La façon dont il joue avec l'Union européenne est, veut-il mettre la pression sur la Russie? Est-il honnête? Ou essaie-t-il d'une manière ou d'une autre de manipuler la situation en Europe et de les convaincre que mettre fin au conflit serait bien meilleur pour leur économie? Si vous le jugez à ses paroles, oh oui, il va se montrer très ferme envers la Russie. Mais si vous le jugez à ses actes et aux conditions préalables qu'il a posées, je pense qu'ils vont laisser la Russie prendre dessus, gagner la guerre, et alors les États-Unis seront vraiment en position de négocier. Beaucoup de tout cela n'est que du théâtre politique pour l'instant. C'est loin de ce à quoi nous nous attendions de l'administration Trump avant son arrivée au pouvoir. Et ce qui se passe actuellement est encore différent. Oui, il n'arrive pas à décider s'il veut être dans le bateau à ramer ou dans l'eau à nager. Ce qu'il devrait faire, c'est dire « D'accord, on se retire, on arrête, on va mettre fin à tout soutien. » Et la guerre prendrait fin. Il ne fait pas ça. Il agit de façon à tout faire reposer sur l'Europe, pour que lorsque la Russie gagnera et l'emportera, il puisse aller voir l'Europe et dire « Hey, c'est de votre faute. Je vous ai dit ce qu'il fallait faire. Avant de conclure, Larry, que s'est-il passé? Si l'on considère l'AIEA, il semble que les États-Unis leur demandent. Le secrétaire à l'énergie américain, Chris Wright, a appelé au démantèlement complet du programme nucléaire iranien. Et l'AIEA a conclu un accord avec les Iraniens. Dans cet accord, d'après ce que nous avons appris des médias iraniens, ils n'ont pas autorisé l'AIEA à se rendre sur les sites qui ont été bombardés par les États-Unis. C'est pourquoi, comme le Parlement iranien était très en colère à propos de cet accord, ils ont essayé d'expliquer au Parlement que l'AIEA n'a pas le droit d'aller sur ces sites qui ont été bombardés. Et maintenant, on voit les États-Unis sortir et exercer des pressions, je suppose, sur l'AIEA. Ils veulent démanteler le programme. À quel point est-ce réaliste, Larry, la façon dont ils poussent pour un démantèlement total et complet? Je veux dire, c'est ce qu'ils disent, mais ils ne sont pas en position de faire quoi que ce soit ou de faire pression sur l'Iran pour que cela se produise. Franchement, je ne comprends même pas pourquoi les Iraniens acceptent de discuter avec l'AIEA. Oui. Je trouve ça insensé. Ils devraient leur dire d'aller au diable, ou bien dire, écoutez, vous voulez revenir ici pour des inspections? Nous serons ravis d'ouvrir nos portes à des inspections complètes, à condition que vous fassiez la même chose en Israël. Faites-le en Israël, faites-le ici. Mais tant qu'Israël refusera de vous laisser entrer pour inspecter, nous refuserons aussi de vous laisser entrer. C'est très simple. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas déjà fait. Merci beaucoup, Larry, d'être avec nous aujourd'hui. Comme je l'ai dit au début, merci d'avoir adapté votre emploi du temps au mien. Je suis désolé de vous garder éveillé après votre heure de coucher. Vous devez aller jouer avec les enfants. Assure-toi qu'ils aillent se coucher. Ils m'attendent. D'accord. D'accord, mon ami. On se parle vendredi. Oui, exactement. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.